Magazine Pluriel. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce magazine pluriel. Au sommaire, le chef de l'État Faure Essouzmna Gnassingbé a effectué hier une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire avec son homologue Alassane Ouattara. Ils ont discuté sécurité et coopération bilatérale. Préservation de la biodiversité et des ressources marines. Plusieurs pays côtiers africains mènent ensemble une évaluation de leurs réserves halieutiques. Il s'agit d'identifier et répertorier l'ensemble des espèces et trouver des mesures de protection sur un long terme. Nous recevons deux invités dans ce magazine pluriel. Le premier est l'ancien directeur de Radio Lomé, Dr Amévi Dabla. Il revient sur les défis de la radio célébrés dans le monde le 13 février dernier. Et puis le second invité, professeur Latif Dramani, coordonnateur général du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, va nous parler du projet de rémunération du travail domestique. Et puis vous suivrez les autres rubriques de ce journal, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la République, Faure Essouzmna Gnassingbé, a effectué hier une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale multiforme ainsi que les perspectives de renforcement des partenariats dans les différents secteurs ont été au cœur de l'entretien entre le chef de l'État et son homologue Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont également abordé la situation dans la région, notamment au plan sécuritaire, politique et socio-économique. Ils ont réaffirmé l'importance de la gestion et de la résolution des crises par le dialogue et la concertation pour préserver la stabilité des États et protéger les populations. Les autorités portuaires étaient hier devant la presse à Lomé. Elles ont rendu publiques les performances réalisées par le port autonome de Lomé au cours de l'année 2023. Compte rendu Aïm Lomessi, Florent Abi. Le port autonome de Lomé et l'économie maritime togolaise représentent près de 75% des recettes fiscales du pays et plus de 80% de son commerce extérieur. Des progrès ont été réalisés par cette institution l'année écoulée. Contre-amiral Fogan Adegnon, directeur général du port autonome de Lomé. En ce qui concerne nos performances, je suis fier de souligner les résultats remarquables que nous avons atteints au cours de l'année écoulée. Malgré les défis sans précédent que nous avons dû affronter, le port autonome de Lomé a maintenu son statut de hub maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En chiffre d'affaires de 2019 à 2023, nous sommes passés de 30 milliards 234 millions à 40 milliards 331 millions en 2023. Chiffre provisoire parce que nous n'avons pas encore consolidé le bilan. Une maîtrise du digital s'avère nécessaire pour maintenir le port autonome de Lomé en sa qualité de hub dans la sous-région. Tengue Kokou, ministre en charge de l'économie maritime. Notre dynamisme opérationnel ou notre efficacité opérationnelle et notre dynamisme commercial doivent nous permettre de rester en tête de peloton. Mais cela va exiger de nous beaucoup de sacrifices. Tout ceci ne serait pas possible sans la clarté de la vision du chef de l'État. Je voudrais vraiment qu'on rende hommage au président Faure Essouzmna Gnassingbé. Les défis, pour rester les meilleurs, vont exiger de nous d'abord une meilleure maîtrise du digital. Je ne continue pas à penser que nous pouvons arriver à une situation où, avec une carte bancaire et un téléphone portable, on fait faire sa déclaration en douane et sortir sa marchandise. D'importants investissements d'hier, d'aujourd'hui et de demain permettront au port autonome de Lomé de s'imposer sur le plan mondial. Et par ses performances, le port autonome de Lomé a été distingué lauréat du prix ouest-africain de bonne gouvernance d'entreprise. Ce prix est initié par le cabinet Finance Solutions. Il témoigne de la marque de qualité, d'efficacité et du mérite du port autonome de Lomé comme levier de développement. Hortense Joie.
Le prix ouest-africain de bonne gouvernance d'entreprise est un outil incontournable de qualité qui vient couronner les efforts consentis par le port autonome de Lomé. Les raisons du choix du port de Lomé avec Kaglan Komlan Sitiopé, chef mission du cabinet Prudence Finance Solutions. Le port autonome de Lomé a eu beaucoup de certifications sur sa démarche qualité. Le port autonome de Lomé est certifié sur le volet environnement, sur le volet du management qualité. Donc, à l'intérieur de cette entreprise, tous les process sont définis. Les audits ont été réalisés, les acteurs ont été désignés pour piloter le processus et des suivis et évaluations sont faits. Et ça a milité vraiment en faveur de l'obtention de ce prix. Kaglan Komlan Sitiopé nous donne le sens d'une bonne gouvernance d'entreprise. Lorsque vous avez les tests, vous avez les plans d'action, vous avez le budget élaboré, mais vous n'avez pas de mise en œuvre, ou bien, je prends par exemple, vous avez un processus budgétaire qui n'a pas de suivi budgétaire, naturellement, il y aura des gaps financiers parce que vous allez noter des dépassements à tous les égards et donc il va plomber votre finance. Vous avez une bonne majoration au niveau du processus budgétaire, mais vous n'avez pas une bonne couverture. Il faut nécessairement la mise en œuvre des dispositifs que vous avez en termes de dispositifs de bonne gouvernance. Le prix ouest-africain de la diplomatie active a été décerné au gouvernement togolais pour son implication dans la consolidation et la préservation de la paix, notamment dans la sous-région ouest-africaine. Et qui parle de port, parle de la mer. Plusieurs États africains riverains de l'océan Atlantique, dont le Togo, se dressent contre les menaces qui pèsent sur les ressources marines. Alors que les stocks s'effondrent, ils ont décidé de mener des campagnes d'évaluation des stocks pour savoir ce qu'il reste comme réserve halieutiques dans leurs eaux. L'opération a démarré au Libéria et est en cours dans les eaux béninoises avec une expertise marocaine importante. Raoul Tetounyaki. L'opération a été lancée avec une grande solennité au port de Cotonou en présence des ministres de la Pêche de 3 pays, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Pour faire le travail, le Maroc a fourni un navire océanographique très moderne d'environ 50 mètres, équipé de plusieurs laboratoires. À son bord, une quinzaine de scientifiques marocains. Selon le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré, président de l'organisation Koumhafat, la mission assignée aux experts marocains et béninois est de cartographier les fonds marins de leurs différentes eaux, identifier et répertorier l'ensemble des espèces pour pouvoir prendre les mesures de préservation de cette biodiversité et de durabilité de la ressource sur un long terme. Pour le ministre béninois, une gestion durable des ressources halieutiques requiert la connaissance du potentiel disponible. Nous prenons le chemin de la durabilité de l'économie bleue, s'est réjoui son collègue marocain Sadiki Mohamed. L'exploration va durer 15 jours. Derrière, il faudra prendre des mesures urgentes. La Côte d'Ivoire l'a fait en 2023 avec une fermeture de la pêche qui, selon le ministre Sidiki Touré, a été un franc succès. Avant le Bénin, le navire marocain est passé dans les eaux libériennes. Au total, 22 pays sont membres de la Koumhafat. Ils sont ensemble pour mener le combat contre la réduction des stocks d'espèces et la destruction de l'écosystème marin. Autre combat mené dans la société, celui de gagner plus d'argent, sauver son couple ou en finir avec certaines maladies. Déjà afflux du monde entier vers le marché aux fétiches de Lomé. Ce lieu symbolique fait la fierté de notre pays. Une équipe de Radio Lomé y a fait un tour pour découvrir les objets vendus. Akpeli Élisée Kilim Poyoti. Sur les étalages de ce marché, pas comme les autres, on ne trouve ni tomates ni oignons, mais des carcasses d'oiseaux, des cornes de bœufs, d'antilopes, des serpents et des peaux de bêtes de toute espèce. Yekpon Lucien, secrétaire général du marché Herboris, explique les bienfaits de certains produits. Nous avons les fétiches qui sont déjà préparés pour les visiteurs, comme c'est le marché touristique, les gens vénèrent, qui n'ont pas de temps, eux, ils peuvent venir acheter certaines fétiches comme ça, qui sont déjà préparées. Le marché, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens ailleurs à la maison, les Bokono. Quand ils ont conçu à la maison, ils sont obligés de venir ici chercher les choses qu'il faut. C'est la consultation qui va indiquer les éléments qu'il faut. Nous avons ici, c'est les têtes de crocodile à côté, c'est le caméléon ici, mort. Par exemple, avec ce caméléon, nous avons certaines herbes accompagnées et on le met en poudre. Et ce poudre, maintenant, il faut mélanger avec du savon pour se laver. Ça fait un savon qui
qui donne la chance. Avec les terres de singe, nous avons certaines herbes accompagnées et on le met en poudre. Et ce poudre, c'est à mélanger avec de miel. Et ça, on donne les enfants qui vont à l'école, c'est pour la mémoire. La plupart de ces animaux, oiseaux et statues exposés ne sont que des matières premières selon les propres mots des vendeurs. L'essentiel se trouve dans les couvents selon Guédénon Christian, prêtre vaudou au marché au fétiche. Nous tous dans ce milieu, dans ce marché, nous sommes originaires du Bénin. Mais il n'y a pas un marché au fétiche au Bénin. Sur ce, nous avons deux sortes d'explications. Une au dehors qui concerne les restes d'animaux, les poupées et les oiseaux que vous voyez là, qui ne sont que les matières premières qui nous servent à composer les fétiches. Et la deuxième partie, c'est au couvent où il y a la finalité des ingrédients que vous avez vus au dehors, qui sont des objets gorgés d'esprit pour la protection, la chance, protection de la maison contre les voleurs, les mauvais sorts. Dans le prochain et dernier numéro de cette série, nous parlerons des visiteurs de ce marché. Actualité sur le plan international à présent et nous sommes au Sénégal. Au lendemain de l'annulation du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall déclare dans un communiqué s'engager à mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Macky Sall lève ainsi le doute sur sa volonté d'appliquer la décision de la plus haute instance judiciaire du pays. Après ce rebondissement, la société civile maintient toujours la pression et a organisé une marche autorisée aujourd'hui. En marge du sommet de l'Union africaine, un mini-sommet extraordinaire sur le regain de violence dans l'est de la RDC a eu lieu à Addis Abeba. Plusieurs chefs d'État étaient présents, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ce mini-sommet a entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ce mouvement. L'organisation onusienne envisage d'apporter un soutien opérationnel et logistique aux forces militaires de la SADC déployées depuis décembre dans l'est de la RDC. Et cette éventualité déplaît fortement à Kigali. Dans une note verbale, le ministre des Affaires étrangères rwandais demande au Conseil de sécurité de l'ONU de reconsidérer cette option. Rubrique invitée à présent, la radio a été célébrée mardi dernier dans le monde. Une occasion de mettre en évidence le rôle de ce média dans la société. Quels sont les défis de la radio à l'ère des réseaux sociaux? Réponse avec Amévi Dabla, ancien directeur de Radio Lomé. L'invité du journal s'exprime au micro de Hervé Segbono. Monsieur le directeur Amévi Dabla, bonjour. Bonjour Hervé. Quels sont les défis de la radio à l'ère des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont arrivés et tout le monde est devenu, comme dirait l'autre, en temps de guerre, tout le monde est journaliste. Mais en temps de paix, rares sont les vrais journalistes. Parce que vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui ne maîtrise rien de la profession. Lui aussi, il peut prendre son smartphone, son téléphone portable ou bien un enregistreur qui prend note de ce que vous voulez échanger et demain ou dans l'après-midi, vous retrouvez ça sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui ont réellement appris cette profession s'en servent pour servir d'exemple auprès de ceux qui veulent apprendre quelque chose à travers les différents médias. D'autres défis en vogue actuellement sur les plateformes d'information, sur la question de désinformation. Comment vous trouvez cela? C'est assez capital. Il faudrait quand même que, si on est journaliste, qu'on sache où poser les pieds, où prendre les informations, comment les traiter pour que cela puisse parvenir au grand public. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qu'on va dire que c'est vrai. La dernière fois, quand on jouait la CAN, quelqu'un
m'a envoyé une information comme quoi un ancien président est mort tout à l'heure en suivant le match à son salon. Et rapidement, je suis allé chercher, vérifier qu'est-ce qu'il en est de ce monsieur dont on parle de sa mort. Et ce n'est pas vrai, c'est archi faux. Donc ça veut dire qu'il faut toujours vérifier les informations avant de les diffuser. Vous qui êtes même en train de vous en servir, il ne faut pas croire que la première personne qui est peut-être votre cher ami, votre ami très très proche, peut également vous donner des informations qui ne sont pas vérifiées. Et vous allez croire que parce qu'il est votre ami, donc vous pouvez partager avec les autres. Il faut faire très attention. C'est ça les fake news dont on parle, les informations fausses qui aujourd'hui nous entraînent sur des terrains, et il faut vraiment faire le maximum pour que vous soyez en règle avec ceux qui vous suivent, ceux qui prêtent attention à ce que vous faites pour que l'information telle que vous voulez faire véhiculer à d'autres personnes soit véridique et que cela puisse rehausser le niveau de votre média, la radio par exemple. Un autre défi concerne la régulation du contenu de l'information en ligne. Comment réguler ce contenu? Bon, ce contenu, c'est un peu difficile pour certains pays, parce que on n'a pas les dispositions qui sont prises. Si je prends le cas du Togo, par exemple, tous les journaux en ligne, on fait tellement attention. On ne sait pas si ce qui se fait est régulièrement à la disposition du grand public. Donc, on doit faire en sorte que les autorités de régulation des informations fassent attention pour travailler avec ces gens-là et leur donner les conditions nécessaires pour que le travail qui va se faire puisse répondre à nos attentes. Sinon, ça va se faire que, bon, eux, ils transportent des informations. Certains ne résident pas dans le pays où on est supposé qu'ils soient, parce qu'ils sont très loin et ils envoient des informations vers nos pays. Nous, on les prend avec des pincettes, on croit que c'est vrai, alors que c'est faux. Donc, il faut faire très, très, très attention à ces structures qui existent et compter sur les dispositions qui sont prises au niveau des institutions de régulation pour que cela puisse réellement être des vérités qu'on transporte vers le public qui va l'accepter en tant que tel. Monsieur le directeur, vous êtes un formateur. Y a-t-il encore de l'engouement des étudiants pour le métier de la radio? Je vous assure que actuellement dans les centres de formation, ce qui les intéresse, ça s'appelle le GRI, journaliste et reporter d'image. Donc c'est plus facile pour eux d'être à la fois journalistes et reporters. Eux-mêmes, ils prennent le matériel d'enregistrement. S'ils sont à des kilomètres, ils peuvent facilement traiter l'information, le renvoyer à la rédaction qui va le diffuser. Sinon, avant, quand nous, on était un peu plus jeunes, on allait pour les enregistrements avec un technicien qui avait un matériel. Et c'était à l'aide de Nagra. Qui pèse 15 à 20 kilos. Aujourd'hui, ces choses ont évolué. Certains ne connaissent pas, même parmi vous, les jeunes, là. Monsieur le directeur, vous êtes un consultant en journalisme. Quels pourraient être vos conseils pour devenir un bon journaliste en radio? Il faut avoir la voix. Il faut avoir une certaine ouverture afin d'établir les contacts faciles et des contacts amicaux avec des personnes inconnues. On vous recrute pour travailler à la radio. Cela suppose que vous avez des aptitudes, savoir faire des résumés. Et il faut être toujours prêt à faire plusieurs tâches. Écrire, enregistrer facilement. Et si on vous demande, par exemple, il y a un événement, vous êtes envoyé sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu? Que vous soyez vraiment prêt à expliquer tout ce que vous avez à faire sur le terrain. Sans oublier que vous devez savoir parler au micro. Ne soyez pas trop hautain dans votre manière de travailler avec d'autres. Qu'en est-il de la documentation? Lire tout le temps. Aujourd'hui, avec vos smartphones, vos téléphones portables, vous recevez régulièrement des informations. Là aussi, vous devez vous documenter, mais essayez d'aller vérifier. Maintenant, s'il vous est demandé de dire un mot à l'endroit des auditeurs ainsi que des responsables des radios, que leur diriez-vous? Je sais qu'aujourd'hui, nous avons autant de radios
que de télé par endroit dans certains pays, et des journaux aussi. Au Togo, je crois qu'au moins pour les radios, on doit en avoir une soixantaine. Et ainsi, vous devez être pour eux, si vous êtes un auditeur, des confidents à ces différentes radios, des confidents qui doivent pouvoir partager les préoccupations de ces radios et que ces responsables de ces radios deviennent également vos confidents s'ils ont de la matière à partager avec vous. Monsieur le directeur Amévi Dabla, merci. Merci bien, Hervé, et bonne journée, bonne chance. Nous disons merci à Hervé Segbonou et à son invité. L'autre sujet concerne le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires Réforme Togo et la société civile qui ont réfléchi la semaine dernière sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Il était question d'élaborer une politique pouvant prendre en compte les travaux domestiques faits en majorité par les femmes et qui ne sont ni considérés ni rémunérés. Professeur Latif Dramani, coordonnateur général du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, revient sur les raisons de cette rencontre. Il est au micro de Edo Assignon. Professeur Latif Dramani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur général du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Qu'est-ce qui a motivé le GREC à vouloir sensibiliser les femmes togolaises sur l'économie des soins ou les travaux domestiques non rémunérés? D'après les résultats que nous avons sur le travail domestique non rémunéré dans les pays de la région, il y a une dizaine de pays qui sont concernés, et plus spécifiquement au Togo, c'est que l'économie du soin qu'on appelle travail domestique non rémunéré, c'est environ 38% du PIB. Et dans ça, les femmes à elles seules font 30%, les hommes 8%. C'est pour dire que vraiment, les femmes contribuent beaucoup à ce travail domestique non rémunéré lorsqu'on le valorise au coût du généraliste. Donc, c'est le coût généraliste, c'est le coût des services domestiques qu'on a sur le marché. Donc, ceci nous amène déjà à mettre la lumière sur quelque chose qui était fait, que nous tous nous connaissons, mais qui restait invisible, parce que non valorisé, non reconnu. Donc, l'ODD 5.4 demande déjà de valoriser ça, de le quantifier. Donc, ça, c'est un premier pas. Ce qu'on a découvert aussi au Togo, c'est que avec nos résultats, quand on dit travail domestique non rémunéré, c'est un travail qui est juste là, invisible. Ça ne veut pas dire que c'est un travail informel. C'est pas informel, c'est invisible. C'est-à-dire c'est le travail que les hommes et les femmes font dans les ménages, mais que le système international. Donc c'est pas juste le Togo ou tel pays. Le système de comptabilité internationale qui produit les comptes ne reconnaît pas ce travail. Et dans les recommandations au niveau des Nations Unies, il a été demandé que ce travail soit déjà qu'on calcule et qu'on puisse donner une valeur à ce travail-là. Donc c'est ce qui fait les 38%. 30% pour les femmes, 8% pour les hommes. Et donc vous voyez qu'il y a la dominance vraiment des femmes dans ce secteur. Mais en gros, quand on regarde, donc ça dit que c'est environ 1500 milliards ce travail domestique au Togo. On a appris qu'au Niger, par exemple, les femmes travaillent jusqu'à 35 heures par semaine. Au Togo, combien d'heures font les femmes par semaine? Au Togo, presque 4 heures par jour. Donc 4 heures vous multipliez par 7, donc 8 heures par semaine. Cette sensibilisation concerne-t-elle les domestiques aussi? Ici, c'est vous et moi. Ça, c'est différent travail des domestiques. Voilà, ça, c'est le travail que lorsque la domestique a fini le travail, il reste encore au travail. Que ceux qui l'emploient, qui lui paient le salaire, font. C'est ce travail-là qu'on appelle travail domestique non rémunéré. Et ce travail domestique non rémunéré, c'est ça qui fait aujourd'hui les 38% du PIB et c'est environ 1500 milliards. Déjà dans le PIB du Togo, si on prend le Togo où on est ici, c'est qu'il y a déjà le travail des domestiques qui est dedans. Parce que c'est déjà payé, c'est monétarisé. Mais ce travail dont on parle n'est pas monétarisé. C'est-à-dire on ne le quantifie même pas. Voilà. Mais là, environ c'est 3,5 heures par jour que les femmes mettent au Togo pour faire des travaux domestiques. Les hommes, c'est autour de même pas une heure, autour de 0,5 heures. Aujourd'hui, on cherche à quantifier ce temps. Quel impact cela aura sur l'économie? Bon, l'effet déjà de quantifier, d'abord c'est une question d'équité, voilà, parce que ce travail, ce qui est important, c'est qu'on est sur une feuille de route qu'on appelle la feuille de route capture du dividende démographique, qui est une feuille de route africaine. Pour capturer ce dividende démographique, il faut autonomiser les femmes et les jeunes. Donc, autonomiser la femme suppose déjà qu'on puisse déjà reconnaître tout ce qu'elle fait comme travail, qui constitue déjà un droit, c'est-à-dire que quelqu'un fait un travail, on reconnaît d'abord ce travail. Donc c'est la première des choses en matière de la reconnaissance. Ensuite, elle contribue à l'économie parce que c'est elle qui permet aux gens, avec ce travail qui permet à nous tous de nous retrouver au travail.
Parce que dans nos ménages, si ça ne va pas, vous ne pouvez pas aller au travail parce que vous ne pouvez pas travailler. Donc c'est un capital social. Ça, c'est le capital social. C'est-à-dire, c'est là où on éduque les enfants. C'est là où on produit tout ce qui est domestique en termes de valeurs qu'on transmet, etc., etc. Donc, ça participe donc au bien-être collectif, au bien-être individuel des membres du ménage, au bien-être de la société et au-delà au bien-être collectif. Parce que le rôle des politiques publiques, c'est de produire ce bien-être collectif-là. Et c'est en ça que ce travail domestique, on fait un focus là-dessus parce qu'il est important pour d'abord la reproduction sociale, il est important pour tenir la société. C'est ce qui permet que la société tienne sur ses pieds. On peut arrêter toutes les activités, mais on ne peut pas arrêter le travail domestique non rémunéré. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Parce que c'est ça qui vous permet de manger, de fonctionner. On lui a donné un visage. Au moins là, on sait que voici ce que ça vaut. Mais ça évolue. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous attirons l'attention des politiques publiques, de la société civile avec qui nous sommes aujourd'hui sur le fait de pousser. Parce que de plus en plus, il y aura un besoin important de ce travail domestique non rémunéré parce que les femmes sont en train de s'autonomiser. Dans tous les pays, dont le Togo, les femmes s'autonomisent. Et si les femmes s'autonomisent, elles ont besoin des appuis, des aides familiaux pour pouvoir faire leur travail. C'est-à-dire, je vais aller travailler, mais il faut que je laisse ma maison à quelqu'un. Professeur, on a tendance à croire que les hommes sont oubliés. Et pourtant, ces derniers aussi font des travaux domestiques qui ne sont pas rémunérés en fait. Oui, mais principalement, on voit que, on nous a donné le temps. Les hommes, les femmes, les résultats du Togo, 2018-2019, les femmes font 3,5 heures par jour. Les hommes font 0,5 heures. Donc, en fait, c'est principalement les femmes qui le font. À 80%. 80%, c'est un travail qui est fait par les femmes. Maintenant, on va voir sur les autres types de travaux. Par exemple, quand ce n'est pas domestique, vous allez voir que les hommes vont faire plus. Mais au niveau du ménage, c'est la femme qui travaille le plus. Et c'est ça qui n'est pas du tout reconnu ni visible. Donc, c'est 1500 milliards environ par an qui n'est pas du tout visible. C'est ça en fait. Mais ces 1500 milliards contribuent à ce que vous et moi, nous soyons ici pour parler. Si le plaidoyer est accepté, ça veut dire que les États vont accompagner chaque ménage? La question, avant de venir aux politiques publiques, là c'est la politique publique, c'est d'abord qu'il y ait un débat de société. Les femmes ne sont pas en train de dire qu'on va payer ce travail, mais c'est qu'on ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas déjà ce qui est fait. On ne peut pas avancer, c'est-à-dire la société ne peut pas avancer. C'est pourquoi on vous a donné le cas des pays où les femmes disent, bon, nous on ne veut pas faire ça. Certaines femmes disent, on ne veut pas d'enfants. Donc quel va être notre avenir si aujourd'hui les femmes disent, on ne veut pas d'enfants? Parce qu'aujourd'hui elles ont la technologie pour ne plus faire d'enfants. C'est ça les questions de politique publique. C'est juste pour valoriser. Bon, le gouvernement de Togo a fait, il y a beaucoup de choses. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est comment améliorer pour que les futures générations aient plus d'options et qu'ils soient préparés pour dire que, attention, les choses sont en train de changer. Comment se préparer? Avec tout ceci, quel lien peut-on faire avec l'économie des soins dont vous parlez? Non, l'économie des soins, c'est toute cette économie-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, préparer, faire la cuisine, c'est au niveau du ménage. Mais tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Si la femme travaille, elle va regarder le coût d'opportunité. Faire la cuisine me prend, par exemple, 2 heures par jour. Et on veut manger telle chose. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi on ne va pas, si il y a un restaurant qui est sur là, et j'ai les moyens, pourquoi il ne veut pas aller acheter? Il peut aller acheter, on mange. Qu'est-ce qu'on veut? On veut manger ce qu'on veut. Donc, il peut y avoir un marché où on va aller acheter ce qu'on veut. On ne le voit pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, en Europe, les gens mangent où? Quand la Covid est arrivée. Les gens mangent au restaurant. Ils préparent quand ça leur fait plaisir de préparer. Ce n'est pas une corvée de préparer. Je pense que c'est ça le changement de paradigme. C'est-à-dire préparer ou bien faire certaines choses. Aujourd'hui, il y a des endroits où on peut laver ses habits. Professeur Latif Dramani, je rappelle que vous êtes le coordonnateur général du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Merci pour les explications. Merci. Et nous poursuivons avec les sports football. Après la conclusion de l'édition 2023 remportée par la Côte d'Ivoire, les regards se tournent déjà vers les dates de la CAN 2025. Kilim Poyoti. Alors que les passionnés du football africain s'interrogent sur la tenue en été ou en hiver, des informations venant de la Confédération africaine de football indiquent que les éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débuteront dès le mois de mars prochain. Le tour préliminaire est ainsi prévu du 18 au 26 mars 2024. Les dates de la première et de la deuxième journée seraient quant à elles fixées initialement du 2 au 10 septembre 2024. La
Confédération africaine de football confirmera ces dates ultérieurement. Les 3e et 4e journées devraient être programmées du 7 au 15 octobre, tandis que la 5e et la 6e journée se dérouleront du 11 au 19 novembre 2024. Comme nous l'avions dit plus haut, ces dates seront officiellement confirmées par la CAF dans les jours à venir. Affaire à suivre. Formule 1 pour finir, Lewis Hamilton a surpris le monde du sport automobile en annonçant qu'il quittera Mercedes à la fin de la saison pour rejoindre l'écurie de Ferrari. L'écurie italienne avait tenté de le recruter, mais il avait choisi de prolonger son contrat avec l'écurie allemande. Le septuple champion du monde a finalisé une prolongation de 2 ans avec Mercedes en août passé. Le pilote britannique de 39 ans a activé une clause libératoire lui permettant de rejoindre Ferrari en 2025. Dernier virage de ce magazine pluriel, la revue de presse. Plusieurs sujets à la une des parutions cette semaine. D'abord, les préparatifs des élections régionales et législatives du 13 avril prochain. La revue de presse, c'est avec Messantou Goué, avec la voix de Angèle Huntonji. Le processus électoral devant aboutir au renouvellement des députés et au choix des conseillers régionaux avance à grands pas visiblement, sans obstacle, constate Méga Info. À cette phase où certains partis politiques multiplient des actions sur le terrain en vue de mobiliser au maximum leurs militants en signe de pré-campagne, l'Alliance nationale pour le changement ANC et le Comité d'action pour le renouveau CAR privilégient les revendications et les dénonciations, relève le journal. 2 points principaux sont soulevés par l'ANC, déclare la parution. Premièrement, l'ANC estime que la répartition opérée par le gouvernement est anti-républicaine et anticonstitutionnelle, ce qui creuse davantage l'inégalité entre les Togolais au lieu de les corriger. Deuxièmement, le parti dénonce l'opacité dans l'organisation des prochaines élections législatives et régionales, accusant le gouvernement de n'avoir pas publié le chronogramme du processus électoral qui aurait permis aux acteurs politiques de se préparer en conséquence. Quant au CAR, il a exprimé ses préoccupations sur l'organisation des 2 scrutins. Nouvelle Opinion est plutôt optimiste et voit dans l'organisation de ce scrutin des avantages pour le pays. L'hebdomadaire souligne tout d'abord que ces élections dont les enjeux sont de taille pour le Togo vont aider le pays dans la finalisation et la consolidation du processus de décentralisation. Ensuite, ces élections couplées sont nécessaires pour le développement du pays. En tout cas, le vin est tiré et il faut le boire, martèle Nouvelle Opinion. Le rôle de tous les acteurs est nécessaire dans la sensibilisation afin qu'il y ait une participation massive des citoyens. C'est le moment opportun de taire les exigences et s'accorder à l'essentiel et que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt partisan pour qu'au soir du 13 avril 2024, le Togo soit gagnant, conseille le journal. L'Union, quant à elle, se penche sur le tableau de répartition des députés et des conseillers régionaux par rapport au recensement général de la population et de l'habitat de 2022. Et Ouara, les vainqueurs, donne le chronogramme des activités pour le double scrutin. La Nouvelle Tribune rappelle de son côté les conditions d'éligibilité des candidats aux élections législatives et régionales données par la CENI qui s'est prononcée sur le dépôt des dossiers de candidature qui va du 19 au 28 février 2024. Le dialogue relève pour sa part que bien qu'il n'y ait pas cette fois-ci le vocable boycott dans les rangs de l'opposition, il y a néanmoins certains partis comme la DMP qui sont restés dans la posture de boycott, arguant que le pouvoir est illégitime. Angèle, les journaux ont aussi évoqué l'arrêté pris par le professeur Komlan Dodji Kokoroko, le harcèlement en milieu professionnel et la visite d'une délégation du Kazakhstan au Togo. La délégation du Kazakhstan au Togo est venue explorer les opportunités d'investissement, remarque économie-développement. Pour Togo Matin, l'accord signé entre le Kazakhstan et le Togo lors de cette visite est l'une des premières retombées de la visite officielle du chef de l'État Faure Essozumla Gnassingbé en novembre 2023 à Astana. Les journaux ont aussi fait cas du harcèlement en milieu professionnel. Malheur aux prédateurs, souligne le Tonnerre dans sa parution. Le dialogue nous apprend que le ministre Gilbert Bahara a pris des mesures fermes face au harcèlement au travail et justement, Santé Éducation mentionne quelques pratiques à adopter pour préserver sa santé au bureau. Un clin d'œil dans le secteur éducatif au Togo.
Méga Info fait part de l'arrêté pris par le professeur Komladou Diko Koroko qui institue un centre national d'évaluation des apprentissages. Cet organe a pour mission principale d'assurer la conduite des évaluations nationales et internationales dans les cycles préscolaires, primaires et secondaires. Il a pour objectif d'améliorer la qualité des apprentissages à travers l'évaluation régulière des performances des élèves et des écoles académiques. Et enfin, la revue de presse de ce jour parle également du sacre de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec le sacre du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Gazelle Info retrace le parcours des éléphants lors de cette compétition et rappelle qu'après leur sacre à la CAN 1992 et 2015, ils remportent ainsi la CAN à domicile, tout comme l'Égypte en 2006. Les Ivoiriens décrochent ainsi un 3e titre continental. Pour le triangle des enjeux, cette victoire de la Côte d'Ivoire va avoir des retombées immédiates et palpables pour le pays. Flambeau des démocrates se penche sur l'émotion manifestée du président de la République ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara, qui a célébré le sacre des éléphants. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce magazine pluriel. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, a effectué hier une visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Avec son homologue Alassane Ouattara, ils ont discuté sécurité et coopération bilatérale. Préservation de la biodiversité et des ressources marines, plusieurs pays côtiers africains mènent ensemble une évaluation de leurs réserves halieutiques. Il s'agit d'identifier et répertorier l'ensemble des espèces et trouver des mesures de protection sur un long terme. Et nous avons eu 2 invités dans ce magazine pluriel. Le premier est l'ancien directeur de Radio Lomé, Dr Amélie Dabla. Il est revenu sur les défis de la radio célébrés dans le monde le 13 février dernier. Et le second invité, professeur Latif Dramani, coordonnateur général du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, nous a parlé du projet de rémunération du travail domestique. Et les autres rubriques, les sports et la revue de presse, vous les avez également suivis dans ce journal.